Donc, nous sommes deux enseignants-chercheurs de l'Université de Lille et nous travaillons tous les deux dans un institut de micro- et nanotechnologie qui s'appelle l'IEMN. C'est un laboratoire qui est constitué de 500 personnes, des chercheurs, des doctorants, des postdoctorants, du personnel technique et administratif. Et nous avons à notre disposition deux salles blanches de 11 000 m² dans lesquelles nous développons nos recherches, associées à des plateformes scientifiques. Historiquement, l'IEMN travaillait sur le développement de composants électroniques, mais depuis quelques années, nous travaillons sur des aspects allant des nanosciences jusqu'à l'instrumentation. Notre travail au quotidien peut s'apparenter à ce qui peut s'effectuer sur une plateforme de co-design. En effet, nous travaillons avec des partenaires, des collaborateurs issus de différentes disciplines, des biologistes, des chimistes, des physiciens. Et également, ce que nous développons à l'IEMN, ce sont des objets de différentes tailles, allant du nanomètre jusqu'à la dizaine de centimètres, dont nous effectuons la conception, la modélisation, ainsi que la fabrication et la caractérisation. En ce sens, nous travaillons sur une plateforme qui peut s'assimiler à une plateforme de co-design. À quoi sert ce laboratoire académique, l'IEMN? Notre objectif est de former des étudiants, mais également de faire de la communication pour le grand public. Nous avons aussi à cœur de développer des connaissances, en particulier pour favoriser les ruptures technologiques à venir. Et l'un de nos objectifs également est de trouver des collaborations avec des entreprises internationales, des industriels régionaux, mais également de favoriser le développement de jeunes pousses qui ont été créés à partir de résultats obtenus au laboratoire. Un des exemples que nous allons développer concerne l'utilisation de textiles innovants développés au sein de l'IEMN. Pourquoi vouloir développer des sujets en lien avec les textiles innovants au sein d'un laboratoire de microtechnologie? Historiquement, les régions transfrontalières, régions de France et Wallonie-Flandre, étaient des régions dans lesquelles l'industrie textile était fortement implantée. Depuis quelques années, on voit émerger une volonté de renouveler cette industrie, notamment en développant des textiles innovants. Pour fabriquer ces textiles innovants, nous nous sommes basés sur une collaboration multiple. Dans un premier temps, une collaboration avec un industriel historique des régions Hauts-de-France, qui est Damar. Cette industrie a développé ces textiles en se basant sur l'idée d'un confort thermique. Nous avons également développé des projets transfrontaliers, des projets interreg, appelés Photonitex, avec des collègues à la fois de la métropole lilloise, mais également de l'université de Mons et de Materianova, côté Wallonie, et en plus de l'université de Gand, en Flandre. Notre idée est de développer des textiles qui puissent favoriser le confort thermique. Pour favoriser ce type de textile pour le confort thermique, nous avons opté pour développer des interfaces sensibles aux infrarouges. Alors, qu'est-ce que l'infrarouge? L'infrarouge, ce sont des ondes électromagnétiques et nous baignons dans notre quotidien au sein de ces ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur d'onde. On connaît les ondes comprises entre 400 et 700 nanomètres, qui sont dans le domaine du visible, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. D'autres ondes, les ondes Wi-Fi par exemple, sont comprises entre 5 et 10 cm. Les ondes infrarouges sont, elles, comprises dans la gamme entre 5 et 20 micromètres. Notre corps rayonne ces ondes infrarouges. Il faut savoir que le rayonnement thermique de notre corps, ce que nous dégageons comme chaleur, est compris dans cette gamme entre 5 et 20 microns. Donc, quelle est la différence entre rayonnement visible et rayonnement infrarouge? Ce qu'on observe à l'œil nu au travers de la caméra, c'est dans le domaine visible, ce que vous observez maintenant. Par contre, si on passe un filtre infrarouge, vous allez observer une autre image. Ceci symbolise le rayonnement de notre corps, qui est issu donc de notre rayonnement thermique. Si nous arrivons à développer des textiles qui puissent favoriser soit la réflexion de ces ondes infrarouges, soit la transmission de ces ondes infrarouges, nous pourrons parvenir à un sentiment soit de réchauffement du corps humain, soit un sentiment de refroidissement du corps humain, en modulant les propriétés de transmission et de réflexion de ce textile. C'est sur ce sujet que s'établit notre travail de recherche, en collaboration avec des collègues chimistes, polyméristes, mais également des collègues experts dans le domaine du tissage de textiles. Alors, en quoi notre démarche peut s'associer
à une démarche de design et d'éthique. Pour nous, l'aspect design correspond à un aspect plutôt technique. Nous faisons du design en ce sens où nous concevons, nous modélisons, nous simulons, nous fabriquons, nous caractérisons différents systèmes de la taille nanométrique jusqu'à une dizaine de centimètres. Pour nous, ce terme design donc, correspond à un aspect technique. L'aspect éthique, quand on travaille dans un laboratoire de micro et nanotechnologie, est assez large. Dans un premier temps, nous sommes chercheurs, nous sommes également citoyens. Donc, quand nous travaillons avec des substances chimiques, nous faisons attention à ce que les collaborateurs du laboratoire puissent travailler avec des substances chimiques qui ne soient pas nocives pour les collaborateurs, d'un point de vue professionnel. Mais nous faisons également attention à utiliser des substances qui puissent être validées par l'industriel. Quand nous présentons un industriel avec qui nous collaborons, par exemple Damar, nous devons faire attention à ce que le dispositif présenté puisse être réalisé à partir de substances qui puissent être admises par les consommateurs. Un autre aspect de notre travail sur l'aspect éthique concerne également un aspect de développement durable. En effet, en développant des textiles innovants, passifs, pour le confort thermique, nous avons choisi également de limiter soit le chauffage des bâtiments, soit l'utilisation d'énergie pour la climatisation. On peut imaginer qu'un individu muni de ce textile innovant soit amené à baisser le chauffage ou à baisser la climatisation en utilisant simplement un textile passif. En ce sens, nous pouvons arriver à justifier d'un point de vue éthique notre recherche. Bien entendu, ces aspects-là ne sont pas exhaustifs et un ensemble de questions et d'interrogations peuvent être soulevées vis-à-vis de notre recherche. C'est pourquoi des discussions, des contacts avec des experts d'autres disciplines seraient favorables pour arriver à réfléchir sur ces aspects. Comme l'a dit mon collègue Vincent tout à l'heure, le domaine des activités de l'IMN est assez large. Dans notre groupe de recherche, nous travaillons sur le design des choses qui sont invisibles et qui sont pourtant omniprésentes dans notre quotidien. Il s'agit des ondes électromagnétiques. Pour pouvoir faire du design à partir d'ondes électromagnétiques, pour pouvoir les utiliser, il faut déjà essayer de se les approprier, de les capturer. Et nous avons différents outils pour ça. L'objet que je présente ici est un outil que vous connaissez qui permet d'attraper les mouches. Alors cet objet permet d'attraper les mouches. Par contre, on aurait du mal à attraper les fourmis à partir de cet objet, puisque les trous sont trop grands. On aura encore plus de mal à attraper les bactéries ou les virus. Parce que ce qui caractérise les ondes et le point commun avec les petits animaux ou les petits êtres vivants, c'est qu'ils sont définis par une longueur propre qu'on appelle la longueur d'onde. Vincent a parlé tout à l'heure des ondes électromagnétiques du domaine de l'infrarouge, donc dont les longueurs sont situées autour du micromètre. Pour tout ce qui est signaux de communication mobile tels que nous les utilisons aujourd'hui, Wi-Fi, GSM, on travaille avec des domaines de longueur d'onde qui sont situés autour du centimètre, voire de la dizaine de centimètres. Alors pour absorber ces domaines de longueur d'onde, on utilise des objets qui vont avoir une structuration similaire en surface, qu'on appelle des métasurfaces. Ici, un exemple de métasurface qui permet d'absorber des ondes électromagnétiques à la fréquence de 10 GHz. Donc on retrouve un réseau périodique de mailles carrées, comme sur la tapette à mouche, avec des points ici métalliques qui sont espacés de 3 cm environ. Donc ça permet d'absorber des ondes électromagnétiques à 10 GHz, mais à une fréquence fixe. Si on veut étendre le domaine d'absorption, on peut essayer de déplacer ces petits points de manière à introduire un désordre. Donc on voit ici que les points sont disposés de manière désordonnée. Donc c'est un arrangement aléatoire qui s'inspire ici de certaines structures qu'on va retrouver dans la nature. Parce que les ingénieurs, en général, n'aiment pas travailler avec le désordre. Par contre, la nature utilise le désordre avec une certaine efficacité et on essaie de s'inspirer de ces procédés. Donc la loi de distribution que vous pouvez voir ici est une loi de Poisson qui permet, entre autres, de modéliser le phénomène des gouttes de pluie qui tombent sur une surface. Ici, on a une petite averse, ici, une grosse averse, et petit à petit, on finit par former une flaque d'eau. Le phénomène d'absorption de ces ondes électromagnétiques passe par un mécanisme de rebond, d'aller-retour, avec un phénomène d'amortissement. On peut comprendre ça par
le rebond d'une balle, ce que je fais rebondir ici. Donc on voit que le rebond est régulier et qu'il a tendance à s'amortir. Donc cet effet d'amortissement, on va le retrouver au niveau de nos ondes électromagnétiques, puisqu'on va avoir un phénomène d'absorption et de dissipation sous forme de chaleur à l'intérieur de nos plaques de matière plastique. L'idée de tirer parti de ces ondes électromagnétiques, plutôt que de les absorber totalement, on peut essayer de les récupérer et de les utiliser. Donc si je reprends l'exemple de cette balle que je fais rebondir, si on saisit la balle au bond, eh bien, on peut récupérer une partie d'énergie avant qu'elle soit totalement dissipée. Cette idée, on l'intègre dans un projet de recherche que nous menons en collaboration avec des collègues universitaires belges. C'est le projet Interreg Luminoptex, qui vise à récupérer l'énergie électromagnétique perdue sous forme de diffusion des signaux Wi-Fi et GSM au sein d'une habitation pour pouvoir éventuellement alimenter des objets qui sont faiblement consommateurs en énergie, tels que des capteurs ou des diodes électroluminescentes. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir intégrer des structures, des métasurfaces au sein de textiles, de manière à pouvoir récupérer ces ondes électromagnétiques. Donc c'est ce que nous faisons avec des objets comme celui-ci, par exemple. Ici, on intègre des fils métalliques dans un textile, ou à partir de cet objet qui est plus souple. Donc il faut imaginer que de tels textiles qui comportent du métal qui va avoir une interaction forte avec les ondes électromagnétiques, on peut intégrer ça sur des grandes surfaces de style rideau ou pendrillon, ce qui permet de récupérer une grande partie de la puissance électromagnétique de manière à pouvoir la transformer en courant continu pour alimenter des petits objets. Donc on voit sur ces exemples qu'en partant d'études assez fondamentales sur le design des ondes, on arrive à des aspects de design qui concernent l'environnement urbain, qui concernent la vie de tous les jours au sein de bâtiments, que ce soit des espaces d'habitation ou des espaces de travail. Ce que nous aimerions poursuivre comme réflexion, c'est la possibilité d'intégrer ces aspects de design et d'éthique au sein de notre processus de recherche, à l'intérieur de notre processus de recherche, un peu plus en amont, en se penchant également sur les aspects d'économie d'énergie qui sont abordés ici au travers de cet exemple, avec la possibilité de développer des sources d'éclairage autonomes.